Isabelle Gagnon, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Allô! Je suis contente d'être là. On est content de te recevoir aussi. T'as un secret, Isabelle. Oui, ça fait des années que j'essaie de le cacher de toutes sortes de façons, mais j'aime beaucoup les films de super-héros. Ah ouais. Et en particulier les films Marvel, mais aussi beaucoup les films de DC Comics. Mais c'est pas étonnant parce qu'il est quand même venu nous parler souvent du Seigneur des Anneaux. C'est vrai. Donc, qui aime le Seigneur des Anneaux, normalement, c'est pas loin que t'es... C'est un peu geek. C'est ça, tu rentres dans le monde des geeks. Ouais, mais tu dis c'est pas étonnant, James, puis il y aurait un préjugé qui pense que ces films-là s'adressent surtout aux hommes. Donc moi, je trouve ça quand même étonnant, non? Tu parles des films de Marvel? Ouais. Okay. Ouais, vu comme ça. C'est vrai que je suis une femme. Mais t'es une femme, mais tu sais, t'es super éduquée. Là, tu fais un doctorat en quoi? En littérature? En littérature, oui. C'est pas de la grande poésie, les films de Marvel, là, on s'entend, non? Non, Est-ce que j'ai un préjugé ou c'est juste... C'est pas de la grande poésie. Je sais pas. C'est que, comme un de mes profs au cégep qui était à la fois un grand littéraire et un fan de films de série B, j'ai l'impression qu'il y a quand même un attrait culturel à un phénomène aussi gros et enveloppant que Marvel et DC. Tu sais, ça intrigue les gens, ça les embarque dans une espèce de dévouement, un culte de fans qui est quand même exceptionnel. Puis moi, juste pour ça, je trouvais ça intéressant de suivre ça. Mais j'ai une explication plus simple, c'est que les gens qui font des doctorats, la manée, sont tellement comme... Là, ils ont juste besoin de lâcher lousse un peu. Là. Non, oui? La vraie explication, c'est que l'origine des super-héros, c'est quand même la mythologie. Je sais que tu t'intéresses entre autres aux études anciennes, donc je trouve qu'il y a un lien quand même entre les deux. Ah, c'est ça. Non, mais je pense qu'il n'y a pas juste une explication, tout simplement. Il y a plusieurs on va en aborder, pistes, c'est certain. C'est tu parlais d'origine, Simon, faisons un peu la genèse de cet univers qui est Marvel. Ça commençait où? C'était pas des films d'abord, c'était des comics, là, des bandes dessinées. Des bandes dessinées. Donc, le premier super-héros, c'est Superman de DC. Oui. Puis le deuxième, c'est Captain America. Là, on est au début du 20e siècle. Début 1941. Pour Marvel, 39 pour DC. Et évidemment, ils sont en compétition depuis leurs origines, et encore aujourd'hui. Mais disons que Marvel, on dirait qu'ils ont le dessus maintenant. Peut-être moins. Peut-être on verra dans les prochaines années comment ça se décide. D'ailleurs, là, pour les ventes, là, Marvel, c'est 37% des bandes dessinées aujourd'hui, puis DC, 29,6%. Alors, c'est clairement le haut du pavé. Là, ça domine clairement le marché des bandes dessinées. Puis, ça n'a pas été des super-héros, par contre, tout le long de leur histoire, parce que là, ils ont eu leurs 2 premiers super-héros, mais ensuite, ils ont arrêté pendant vraiment longtemps, pendant genre 20 ans, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les gens ne voulaient plus entendre parler de super-héros. C'était comme si il y avait un désintérêt. Ils étaient tannés du Bing Bang Paf Pouf, peut-être, là. Non? Oui. Non, mais il y a eu des liens à un moment donné qui ont été faits entre la délinquance juvénile puis les bandes dessinées. Puis c'est pour ça que c'est devenu un peu... Moi, je pense plutôt que c'est qu'après une guerre, il y a beaucoup de vrais héros qui surgissent. On sent peut-être moins le besoin d'avoir des héros fictifs. Oui, je pense. Moi, j'avais pensé ça, mais je pense que James, il doit y avoir des pistes là-dedans. Quelque chose, un peu un ravivement de la culture proprement américaine aussi. Mais ils n'ont pas créé après comme une espèce de... conseil, comité. Oui, il y a un code, une autorité, comment ça s'appelle? Je l'avais noté, loi, mais c'est un loi, c'est un code, c'est une autorité sur les comics aux États-Unis qui sert à réglementer le contenu, mais c'était pas, il n'y avait pas d'éléments concrets, fait qu'il n'y avait pas de conséquences négatives si tu ne respectais pas. Puis il a changé, puis rendu dans les années 70-80, c'était pas mal terminé les exigences de ça, mais ça a donné lieu à... après les années 50, là, c'est le retour des super-héros. Là, c'est vraiment les bandes dessinées à plein. Là, on retrouve tous les super-héros qu'on connaît de Marvel, Spider-Man en particulier, qui est en 62, qui est créé, qui est le super-héros qui a fait vraiment monter en popularité Marvel, étant donné qu'il est très... relatable, le terme serait en anglais, mais c'est-à-dire qu'il serait humain, on peut s'identifier à lui. Auquel on peut s'identifier facilement, surtout pour les adolescents et les adultes, qui étaient le public croissant, alors qu'avant les années 50, c'est vraiment des enfants qui regardent les comics. Puis là, ils visent un public plus adulte. Ce public-là, c'est cette masse-là de gens qui sont les baby-boomers, là, qui ont grandi avec ça, qui sont nés justement après la guerre, et là, ils deviennent adolescents dans les années 60-70. C'est une masse de consommateurs de bandes dessinées extraordinaires. James? D'ailleurs, je sais que, je sais pas, Batman, c'était avant quelle année, mais Batman, tu sais, les films, là... c'est 43, je pense. Les films un peu, les émissions un peu théâtrales, là, Bing Paf, là, tu sais, c'était quand même, tu sais, dans les années 60, un peu. Ça a marqué toute une génération, non? Je sais pas s'il y avait d'autres héros qui ont eu des émissions comme celle-là. Des émissions de dessins animés? Non, c'est Elle n'est pas de la même génération que nous. Non, mais les Batman, là, tu sais, ça doit être un peu plus tard que ça. Ouais, je pense que c'est plus tard. Mais ça fait longtemps que Batman existe. Mais je pense qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur les comics.
l'engouement plus majeur se fait vers les années fin 80-90, parce que là, il y a des dessins animés en plus, de Spider-Man en particulier, de Batman, comme plusieurs ont vu, là, très, 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 très populaire. Puis ensuite, c'est les films dans les années 2000, où est-ce que je dirais que là, monsieur, madame, tout le monde, vraiment s'intéresse à ce phénomène-là. C'est là que ça vient rejoindre vraiment tous les regards, et d'où la raison pour laquelle ils ont fait des films qui sont encore parmi les plus lucratifs de toute l'histoire du cinéma. Là. Uh-huh. Mais avant 2000, disons, là, c'est vraiment un phénomène plus niche, même si c'est très populaire. Ouais. Même Batman a fait quand même plusieurs films dans les années 90. Là, oui, ça, il y avait plein de films aussi. C'est comme ça. On peut pas nier que c'est un phénomène culturel absolument immense. Là, je veux dire, je peux pas le... Mais il y a eu vraiment un accroissement de cette échelle déjà très grande après les années 2000. Alors, on a un phénomène culturel majeur, là, populaire, au point où il y avait une loi qui encadrait ça aux États-Unis au milieu du siècle. Ça a migré vers le cinéma au début du 21e siècle, là, avec les années 2000. Il y a eu l'achat par Walt Disney de cet univers, de cette entreprise-là, Marvel, à quel moment à peu près? Il me semble que c'est 2009. OK. Donc, oui, c'est ça. Comme James a dit, il y avait des films avant, mais il y a ce qui est créé, c'est Marvel Studios, Marvel Films, puis qui devient Marvel Studios. Puis à la tête de cette partie de Marvel, c'est Kevin Feige, qui a vraiment une espèce de plan de films assez défini pour faire une saga de plusieurs films, avec 3 films par année dans les plans. Il devient un peu comment on dit ça, le chef, le mastermind, j'essaie de trouver le terme. Chef d'orchestre, le cerveau d'un... Il essaie de faire en sorte que ce soit un phénomène culturel incontournable, en fait, que tu peux pas passer une année que personne sache c'est quoi Marvel, que personne sache c'est quoi les comics. Alors que je pense pas que c'était nécessairement le cas. C'était plus un intérêt réservé à une partie de la population, alors que maintenant... Mais le premier film de Marvel, c'était quoi? Puis il est arrivé quand? Le premier film de Marvel de Studios, ce serait Iron Man, là, que là, il y a comme c'est le premier film du renouveau des films Marvel. Donc, qui change de perspective par rapport au premier film qu'on voyait dans les années... Ça, j'ai comme eu des souvenirs de vieux X-Men, là, les premiers films de super-héros. Oui. Ouais. Mais ça, c'était comme officiellement, là, c'est Iron Man. Officiellement, le plan pour une série de films, des séries de films qui s'entrecroisent, où est-ce qu'il y a des histoires indépendantes, puis aussi des rencontres entre les personnages vers des plus grandes causes, c'est en 2008. Puis moi, la raison pour laquelle je me concentre là-dessus, c'est qu'il y en a ils ont vraiment beaucoup de films, mais que là, ils ont créé un phénomène où est-ce que c'est proche de la mythologie, là, dans le sens qu'on essaie de se rapprocher de quelque chose dans lequel les gens s'investissent, qui ont l'impression que ça les dépasse, que c'est un univers plus grand qu'eux. Quand tu regardes un film de Batman, t'as pas l'impression d'être devant OK, ça, c'est un monde qui me dépasse, puis c'est genre, il y a donc plus à découvrir sur ce film-là. Non, c'est un film de Batman, c'est bon, c'est circonscrit, Mais là, ils ont voulu créer quelque chose où est-ce que tu peux deviner qu'est-ce qui va se passer. Il y a multiples pistes, puis tu essaies de comprendre la cohérence de l'univers, parce qu'ils ont vraiment essayé de créer... C'est un univers, c'est ça. Alors, on parle de l'univers Marvel, là, c'est parce que c'est vraiment un univers cohérent, avec des liens entre chacun de ces films-là. Chaque film a son autonomie, on peut le dire. Tu peux aller voir un film de Marvel et comprendre l'histoire. Oui. Surtout les premiers, oui. Maintenant, aujourd'hui. De moins en moins, peut-être, mais les premiers. Mais si tu t'intéresses... Bon, par exemple, moi, je connais pas ça beaucoup, là. En fait, pas du tout. Mais si tu t'intéresses beaucoup à ça, tu vas voir les liens qu'il y a entre chacun des Absolument. films. Des forums Reddit, là. Reddit, c'est un réseau social de forums, de discussions. Et il y a des centaines de pages sur toutes les variations, tous les univers Marvel, tel film, tel personnage. Ils sont toujours à l'affût de la prochaine réponse là, qui va sortir. C'est quoi les indices, les clins d'œil à d'autres films de Marvel. À chaque fois qu'il y a un film qui sort, il y a tout le temps quelqu'un qui fait la liste là, de qu'est-ce des analyses. Il y a des analyses incroyables. Ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que ça rappelle un peu l'esprit de la Bible, où dans la Bible aussi, tu as plusieurs œuvres indépendantes qui sont dans un univers cohérent. Ouais, puis il y a non seulement une trame narrative pour chaque livre, mais il y en a une aussi pour l'ensemble des livres, tous ensemble. Absolument. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de judéo-chrétien dans l'intertextualité. Exactement. Non, mais il y a un style différent dans chaque livre de la Bible. Il y en a des plus poétiques, il y en a des plus historiques. Mais il y a des références bibliques entre les livres. Oui, c'est d'excellentes comparaisons. Je pense que, comme tu dis, la culture judéo-chrétienne influence énormément le contenu de Marvel. De fait, il y a même eu énormément de contenu chrétien dans les bandes dessinées Marvel. Comme quoi?
Beaucoup moins dans les films. Ben, il y a le diable, un personnage très important, c'est Mephisto, qui est vraiment comme le diable, mais qui n'est pas le diable. Mais ils peuvent pas toujours dire explicitement. Puis c'est pas des œuvres à orientation théologique ou d'évangélisation. Fait il y a aussi des dieux égyptiens, comme dans Moon Knight, que c'est vraiment les dieux égyptiens qui sont là. Puis Stan Lee lui-même, qui est pas le fondateur, mais qui est arrivé juste après le début de la fondation de Marvel, à 16 ans, comme assistant de bureau. C'est lui qui a vraiment commercialisé les bandes dessinées Marvel, puis qui est décédé ça fait pas si longtemps que ça. Fait qu'il a toujours été très présent. Puis lui, il disait que il voulait pas avancer une religion ou une autre. Il voulait que ce soit comme clair qu'il pouvait avoir des religions, les personnages avaient des religions, mais qu'il n'y a pas de choix établi et présenté par les créateurs. Là. En fait, j'ai l'impression que c'est même des détails qu'ils rajoutent pour les rendre encore plus concrets. Exactement. Ou humains. C'est plus dans ce sens-là. C'est pour les rendre humains ou pour rajouter un peu de flair ou de, comment dire, des aspects excitants et différents. Là, comme dans le cas de la mythologie égyptienne, c'est vraiment pour présenter quelque chose qui est hors du commun, là, pour rajouter un peu d'originalité. On parle on a évoqué Iron Man, Spider-Man. C'est qui les autres héros là, de cet univers-là? Peut-être pour que les gens là, se raccrochent. Là, oui. Ben, la Infinity Saga, qui est probablement celle que les gens connaissent le plus, ça commence en 2008. Puis ça va jusqu'en... Saga, c'est une série de films. Là. Oui, je vois. Oui, c'est ça. Ça commence en 2008, puis ça finit en 2019. Puis c'est 23 films. 23 films. Et là-dedans, il y a Captain America, Iron Man, Thor, il y a Ant-Man, Spider-Man, Thor, c'est celui avec le gros marteau. Hulk aussi, peut-être? Hulk aussi qui est là-dedans. Et Black Widow, il y en a énormément. Il y a... là, ça m'échappe, là, mais il y a celui qui tire des flèches. En tout cas, donc, il y a vraiment beaucoup d'héros. C'est souvent ceux-là que les gens connaissent parce qu'ils ont une sorte d'amitié. Là. Fait que là, c'est eux qui forment les Avengers et qui se réunissent pour une grande mission de sauver le monde contre... Là, dans le premier des Avengers, c'est Loki, qui est le frère de Thor, en plus. Là. Fait que là, c'est comme tout une histoire de famille. Oui, c'est des histoires de famille, mais c'est des histoires d'amitié, c'est des histoires de conflits. Là, t'as Captain America Civil War qui arrive dans la deuxième partie de cette saga-là, où est-ce que Captain America puis Iron Man se sont chicanés. Fait que là, ils sont en conflit eux-mêmes alors que c'est des amis. Fait que tu vois qu'ils ont toujours été capables de récupérer des personnages familiers, mais d'amener ça ailleurs, dans des directions qu'il n'y avait pas nécessairement... qu'il y avait dans les comics. C'était quelque chose qui avait été fait dans les bandes dessinées, mais il y en a tellement des bandes dessinées de Marvel que tu pourrais pas dire que c'est ça qui ressort le plus. Là, je veux dire. Alors que là, ils ont vraiment créé une série de films avec un but spécifique de mettre en valeur, c'est ça, les relations conflictuelles, les relations humaines des super-héros et donc leurs défauts. Et ça a vraiment attiré le regard des gens. Est-ce qu'ils ont tous un défaut, les héros de l'univers Marvel? Est-ce qu'ils ont tous une faille? Là? En tout cas, dans le film The Avengers que j'ai vu récemment, ils semblent tous avoir un petit quelque chose, là, un talon d'Achille. Oui, ben, par exemple, Captain America, qui est comme, on pourrait dire parfait, c'est un homme des années 30. Fait que des fois, il est un peu maladroit par rapport aux codes sociaux modernes. Il est dépassé. Il est dépassé par ce qui se passe. Ce qui le rend un peu plus facile d'approche, mais c'est certainement pas celui qui a plus de défauts. Moi, c'est mon préféré, lui. Oui, ben Iron Man, c'est souvent le préféré des gens et c'est comme le personnage principal de la série parce que c'est un mégalomane, un narcissique. Arrogant, mais extrêmement brillant. Ça va bien avec toi, Simon? Non, mais je voulais dire que Captain America était mon préféré. Okay, parce que oui. Trop qui est chrétien. Ben oui. Tout ça. Mais c'est vrai que Iron Man... il fait penser à Elon Musk aussi un peu. Oui, c'est ça. C'est comme Captain America, il est charmant et sympathique. Mais Iron Man, là, il est comme, c'est ça. C'est comme Elon Musk. Là. Les gens l'admirent, mais le détestent en même temps. Puis ils veulent être lui, mais en même temps, il est fendant. Puis, mais la manière qu'ils l'ont rendu plus intéressant, c'est dans le deuxième film, il devient beaucoup plus humain. Même, il fait preuve des fois même de miséricorde ou d'amour. Il y a une blonde. Là, il commence à avoir plus de sentiments, puis c'est là qu'il devient un personnage beaucoup plus attachant parce qu'il n'est pas juste mégalomane, finalement, au fond de lui, il y a un cœur. Puis là, on aime toujours ça. Un gars presque méchant, mais avec un peu de cœur. Toi, c'est qui ton préféré, tes préférés? Moi, j'aime beaucoup Iron Man. J'aime beaucoup Thor parce que je le trouve très drôle. C'est un peu le bimbo. Je le trouve très beau. Il est très beau, mais c'est un peu la bimbo des Avengers. Personnellement, mon préféré de tous les super-héros, c'est Batman. Je trouve qu'il est plus intéressant. Là, il y a le traumatisme de l'enfance. C'est vraiment plus riche. Là. Mais dans Marvel, je trouve que c'est l'effet d'ensemble aussi qui fonctionne très bien. Puis
c'est ça, on peut pas enlever l'ensemble à Marvel. Puis je trouve qu'ils ont vraiment compris ça quand ils ont fait cette série de films-là. C'est que c'est tous des super-héros intéressants et corrects, mais ensemble, ils ont comme une dynamique de camaraderie qui rend ça... Tu sais, c'est comme un groupe d'amis duquel tu fais partie. C'est d'ailleurs le thème central et la clé de la résolution du problème dans The Avengers, où c'est leur unité qui fait leur force. Ils peuvent pas le faire seuls. Personne ne peut... Ouais. Qu'est-ce que ça dit de notre époque, selon toi, Isabelle Gagnon, tout cet engouement pour l'univers cinématographique de Marvel? Ça dit plusieurs choses. Je pense que c'est une quête de sens, entre autres, parce que c'est un univers qui est offert de façon cohérente, qui est offert comme un ensemble, mais qui nous dépasse juste un peu. Fait que, quand tu as 3 films par année, il y a quand même quelque chose de plus grand que soi qui est là. On ne peut pas tous les saisir en même temps. Alors qu'en même temps, il y a une cohérence qui est cherchée par les créateurs de cette saga-là. Donc, un peu comme Dieu par rapport à nous, c'est juste que c'est plus petit puis c'est plus facile, peut-être. Et donc, c'est plus sécurisant. Et c'est pas le christianisme, donc il y a moins les tensions conflictuelles et politiques de l'histoire du christianisme, finalement. Là. Mais comme le christianisme, c'est quand même une histoire de sauver le monde. Il y a quelque chose peut-être en nous de... On voudrait participer à une aventure pour sauver l'humanité, non? Oui, contre la corruption morale, réellement. L'Infinity Saga, c'est en particulier contre un méchant qui s'appelle Thanos qui veut éliminer la moitié de la population pour assurer l'équilibre de l'univers parce qu'il dit que les êtres sont en train de détruire l'univers. On n'est pas dans le relativisme pantoute là, dans cet univers-là. Il y a le bien, il y a le mal, ça existe, c'est tangible, on le voit clairement. Oui, puis la fin ne justifie pas les moyens. Un peu comme, ça fait un peu de Deuxième Guerre mondiale, un peu, là. Pas tant que ça, parce que c'était vraiment moins... C'était vraiment pire, là, dans la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Mais il y a quand même cette idée-là que tu peux poursuivre un faux bien. Tu peux rechercher un faux bien. Et là, c'est un faux bien parce que tu peux pas avoir le bien de l'univers si tu as la moitié de la population qui est éliminée. Fait qu'il y a quand même la valeur de la vie humaine. Chaque vie compte. Il y a ce principe-là qui est là. Puis même aussi une certaine charité envers les méchants parce qu'ils sont comme, tu sais, tu veux pas faire ça, mon gars. Tu sais. Pour vrai, pense-y 2 fois avant de faire ça. Parce que. Ouais, un peu. Le but, c'est pas de les anéantir. Exactement. Pense-y 2 fois, sinon il va falloir que je t'élimine. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux pas t'éliminer. Là. Le best, c'est ça que pardon, excusez-moi, la radio. Donc, je parle comme dans mon salon. Je suis trop à l'aise dans votre nouveau setup. C'est vraiment très beau, très reposant. Mais c'est comme un policier qui essaie de dire à l'autre, là, tu te ranges du côté du bien, sinon je vais être obligé de sortir mon arme. C'est un peu ça. Exactement. C'est un peu... Donc, il y a cet esprit de justice miséricordieuse qui est là. On veut être dans la même équipe. Puis ça aussi, c'est bien que c'est... Mais ce que tu dis, Simon, ça me fait penser, je sais pas si vous avez déjà vu le meme sur Internet de Jésus qui était avec des super-héros, puis il dit « That's how I save the world ». C'est comme ça que j'ai sauvé le monde. C'est comme s'il est en train d'expliquer. Il est au-dessus de tous les autres. Cool. C'est vraiment drôle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu, Isabelle, selon toi, le fait que nos vies sont rendues un peu plates, trop confortables, il n'y a plus d'aventure, il n'y a plus de guerre. Oui, certainement. Il n'y a plus de guerre, ça dépend où on vit sur la planète, évidemment, là, mais en Occident, disons. Puis là, de se faire plonger comme ça dans un univers où... Comme tu dis, c'est assez réaliste qu'on peut imaginer que ce serait aujourd'hui, mais dans un futur proche, en tout cas. Et puis là, ça nous fait rêver une autre vie. Absolument. Je pense aussi que c'est un échappatoire. Parce qu'il y a des conflits dans la vie auxquels on ne veut pas faire face, qui ne sont pas de la même nature. Et les conflits dans les films de super-héros, c'est très évident. C'est blanc et noir. C'est comme, lui, il est gentil, lui, il est méchant. Eux sont de notre bord, eux sont pas de notre bord. Alors que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus nuancé. Souvent, nos ennemis, ils se confondent avec nos amis. On n'est pas d'accord avec un ami sur des questions morales fondamentales parce qu'on n'a pas de morale comme collective autant de la même façon qu'avant. Puis ça, c'est une manière d'avoir une morale très évidente. Très évidente, très attachante, puis c'est sécurisant, je pense, pour beaucoup de gens. Oui. Isabelle Gagnon, chroniqueuse culturelle, on n'est pas du monde. Merci beaucoup de nous avoir présenté l'univers Marvel, mais on poursuit la discussion sur les super-héros. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.